En 1823, dans une plantation isolée des hauteurs de la Martinique, 8 hommes furent retrouvés mutilés de la même manière atroce, sur une période de 6 mois. Tous étaient des maîtres respectés. Tous possédaient des esclaves. Et tous partageaient un secret qui ne fut découvert que bien après leur agonie. L'homme qui orchestra cette vengeance méthodique ne prononça jamais un seul mot pendant toute sa vie d'esclave. On l'appelait Silas le Silencieux. Mais avant de devenir le bourreau, il fut leur victime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire la plus troublante que j'ai jamais découverte dans les archives coloniales françaises. Les années qui suivirent la chute de Napoléon furent une période étrange dans l'histoire des colonies françaises. La monarchie restaurée sous Louis XVIII tentait de reconstruire un empire colonial affaibli, mais les idées révolutionnaires avaient déjà semé le doute dans l'esprit de beaucoup. Dans les Antilles françaises, le système esclavagiste continuait avec une brutalité renouvelée, comme si les maîtres sentaient que leur monde allait bientôt s'écrouler et voulaient en extraire jusqu'à la dernière goutte de profit. La Martinique, cette île volcanique aux mornes verdoyants et aux vallées profondes, était parsemée de grandes plantations sucrières. Dans les hauteurs du nord de l'île, loin des regards des autorités de Fort-Royal, s'étendait un réseau de domaines qui formait une sorte de confrérie silencieuse entre propriétaires. Ces hommes se connaissaient depuis l'enfance pour la plupart, avaient étudié ensemble en métropole et partageaient plus que des intérêts commerciaux. Ils partageaient des appétits. Le domaine Valcourt était le plus étendu de ses propriétés. 400 hectares de cannes à sucre, une sucrerie moderne importée de France, et près de 200 esclaves travaillant dans des conditions que même les inspecteurs coloniaux les plus corrompus trouvaient préoccupantes. Mais Étienne Valcourt, le maître des lieux, n'était pas un homme que l'on contrariait facilement. Ancien officier de la marine royale, il avait des relations à Paris et une réputation de rigueur absolue. Autour du domaine Valcourt gravitaient 7 autres propriétés, plus modestes mais tout aussi prospères. Les propriétaires formaient un cercle fermé. Laurent Deschamps, négociant en Rome, dont la distillerie produisait les eaux-de-vie les plus prisées des Antilles. Augustin Ferrière, ancien magistrat de Fort-Royal, qui s'était retiré dans sa plantation après un scandale étouffé. Mathieu Roquefort, médecin de formation, qui traitait les esclaves comme du bétail et tenait des registres méticuleux de ses observations médicales. Christophe Laborde, fils cadet d'une famille noble ruinée, cruelle par désœuvrement plus que par nécessité. Sébastien Duchesne, commandeur sur le domaine Valcourt avant d'acquérir sa propre terre. Gabriel Fontaine, jeune héritier arrivé de France 2 ans auparavant, initié rapidement aux coutumes locales. Et enfin, Philippe Savary, le plus âgé du groupe, patriarche d'une dynastie créole qui possédait des terres sur l'île depuis plus d'1 siècle. Ces 8 hommes se réunissaient régulièrement dans le grand salon du domaine Valcourt. Officiellement, ils discutaient du cours du sucre, des récoltes, des problèmes de main-d'œuvre. Mais leurs domestiques parlaient à voix basse d'autres réunions, plus secrètes, dans une dépendance isolée à l'arrière de la propriété. Une bâtisse en pierre qu'on appelait la maison des invités, bien que personne n'ait jamais vu d'invités y séjourner. C'est dans ce contexte que Silas arriva au domaine Valcourt en janvier 1823. Le registre d'acquisition du domaine Valcourt pour l'année 1823 contient une seule entrée pour le mois de janvier. L'écriture est celle du gérant, un certain monsieur Belmont, métis libre qui gérait les aspects administratifs de la plantation. La note est brève. Acquisition d'un nègre adulte, environ 25 ans, origine incertaine, muet de naissance ou par accident, acheté au capitaine Morel du navire le Zéphyr pour la somme de 800 livres. Marqué au fer le 15 janvier, assigné au champ. Prénommé Silas par monsieur Valcourt. 800 livres. C'était un prix dérisoire pour un homme adulte en bonne santé. Le capitaine Morel,
interrogé plus tard par les autorités, expliqua qu'il avait trouvé Silas enchaîné dans la cale d'un navire négrier portugais échoué près des côtes du Brésil. L'équipage avait disparu, probablement massacré par les esclaves qui s'étaient ensuite entretués ou noyés en tentant de rejoindre la côte. Silas était le seul survivant, recroquevillé dans un coin de la cale, couvert de cicatrices anciennes et récentes. Il ne parlait pas, ne criait pas, ne réagissait à rien. Ses yeux étaient vides. Morel pensa d'abord le vendre comme pièce d'Inde de qualité inférieure, mais quelque chose dans le regard de cet homme le troublait. Il décida de s'en débarrasser rapidement, au premier port. Ce fut la Martinique. Valcourt l'acheta par curiosité, intrigué par ce silence absolu. Les premières semaines, Silas travailla au champ sans incident. Il était fort, endurant, obéissant. Il ne parlait jamais, ne se plaignait jamais, ne regardait jamais directement les contremaîtres. Les autres esclaves l'évitaient instinctivement. Il y avait quelque chose de dérangeant dans son silence, dans la façon dont il accomplissait ses tâches avec une précision mécanique, comme si son esprit était absent de son corps. Un soir de février, Valcourt remarqua Silas alors qu'il rentrait à cheval de Fort-Royal. L'esclave travaillait encore au champ alors que le soleil se couchait, seul, méthodique. Valcourt s'approcha, l'observa. Il y avait quelque chose de troublant dans cette silhouette immobile, dans cette obéissance parfaite. Le lendemain, Silas fut retiré des champs et assigné à la maison principale. Un domestique de plus pour servir le maître et ses invités. C'est là que tout commença vraiment. Les esclaves domestiques du domaine Valcourt jouissaient d'un statut privilégié comparé à ceux des champs. Ils dormaient dans des cases plus propres, recevaient de meilleurs vêtements, une nourriture plus abondante. Mais ce privilège avait un prix que les nouveaux venus découvraient rapidement. La maison Valcourt cachait des secrets que personne n'osait évoquer, même à voix basse. Une femme nommée Rosalie, cuisinière en chef depuis 15 ans, fut la première à tenter d'avertir Silas. Elle ne pouvait pas lui parler directement puisqu'il ne répondait jamais. Mais elle lui fit comprendre par geste de rester invisible quand les maîtres arrivaient en fin de soirée, de ne jamais être seul avec eux, de se rendre utile en cuisine plutôt qu'au salon. Mais Silas ne réagissait pas à ces avertissements, ou peut-être ne les comprenait-il pas. Le premier incident se produisit lors d'une de ces fameuses réunions de février. Les 8 hommes étaient réunis dans le grand salon, buvant du rhum, fumant des cigares, discutant de leurs affaires. Belmont, le gérant métis, n'était jamais invité à ces soirées. Il rentrait chez lui, dans sa petite maison à l'orée de la plantation, et ne revenait que le lendemain matin. Les esclaves domestiques savaient qu'ils devaient servir en silence, éviter les regards, disparaître dès que possible. Vers minuit, Valcourt fit un signe. 2 jeunes esclaves, un garçon d'environ 15 ans et une fille de 17 ans, furent escortés vers la maison des invités. Ils ne revinrent que plusieurs heures plus tard, marchant avec difficulté, le regard vide. Personne ne posait de questions. C'était ainsi depuis des années. Cette nuit-là, Christophe Laborde remarqua Silas qui servait le café. Il fit un commentaire sur ce muet intéressant, et Valcourt sourit. « Un nouveau », dit-il simplement. Les autres regardèrent Silas avec un intérêt renouvelé. Le silence de cet homme, son incapacité à témoigner, à crier, à se plaindre, présentait des possibilités évidentes. 2 semaines plus tard, Silas fut conduit à la maison des invités pour la première fois. Ce qui se passa cette nuit-là ne fut jamais consigné dans aucun registre officiel. Mais les esclaves du domaine entendirent. Pas des cris, car Silas ne pouvait pas crier, mais des bruits sourds, des rires, des ordres donnés avec une brutalité désinvolte. Quand Silas ressortit au petit matin, il marchait avec difficulté. Son visage restait impassible, ses yeux toujours vides. Mais quelque chose avait changé. Rosalie le vit et frissonna. Ce n'était plus du vide dans ce regard. C'était quelque chose de bien plus terrifiant. C'était de la patience. Si cette histoire vous glace le sang, n'oubliez pas de laisser un like et de commenter ce que vous pensez qui va se passer. Croyez-moi, vous ne pouvez pas imaginer ce qui vient.
Le premier incident survint 6 semaines après l'arrivée de Silas. Philippe Savary, le patriarche du groupe, fut retrouvé dans sa chambre par son majordome un matin de mars. Il était vivant, mais hurlait de douleur. Le médecin appelé en urgence découvrit une mutilation atroce. Savary avait été castré pendant la nuit avec une précision chirurgicale. Les coupures étaient nettes, cautérisées pour éviter une hémorragie mortelle immédiate. Celui qui avait fait cela connaissait l'anatomie humaine. Savary était un homme robuste de 62 ans, ancien militaire. Comment quelqu'un avait-il pu l'immobiliser suffisamment longtemps pour accomplir un tel acte sans que personne n'entende quoi que ce soit? La maison comptait 15 domestiques. Personne n'avait rien entendu. Aucun signe d'effraction. Les portes étaient verrouillées de l'intérieur. Savary survécut 3 jours dans une agonie indescriptible avant de succomber à une infection. Sur son lit de mort, il délira, parlant d'une ombre silencieuse, d'yeux vides qui le regardaient. Le médecin attribua ces paroles à la fièvre. On enterra Savary rapidement, discrètement. Sa famille en métropole reçut une lettre expliquant qu'il était mort d'une mauvaise fièvre tropicale. Les autorités coloniales ne furent jamais informées. Les 7 autres hommes se réunirent chez Valcourt et décidèrent que cet événement devait rester secret. Un scandale pareil détruirait leur réputation. Ils pensaient à un esclave vengeur, bien sûr. Mais lequel? Savary possédait plus de 150 esclaves. L'enquête discrète qu'ils menèrent eux-mêmes ne donna rien. Aucun esclave ne manquait à l'appel cette nuit-là. Aucune trace de fuite. Le médecin, Mathieu Roquefort, suggéra qu'un esclave particulièrement rancunier avait pu administrer une drogue à Savary pour l'immobiliser. Mais quelle drogue? Et comment? Les semaines passèrent. Les 7 hommes restants étaient nerveux, mais la vie reprit son cours. Ils évitèrent pendant un temps leurs réunions habituelles, mais la peur s'estompe rapidement quand on a le pouvoir. En mai, ils se retrouvèrent à nouveau chez Valcourt. Pour se rassurer, pour se prouver qu'ils n'avaient pas peur. 3 semaines plus tard, Laurent Deschamps, le négociant en Rome, fut retrouvé dans le même état que Savary. Cette fois, l'attaque eut lieu dans sa distillerie, dans son bureau privé, où il passait souvent la nuit à surveiller la fermentation. Ces cris réveillèrent les contremaîtres qui logeaient à proximité. Quand ils enfoncèrent la porte, ils trouvèrent Deschamps recroquevillé sur le sol, baignant dans son sang. La même mutilation horrible. Mais il était conscient, et il put parler. Un muet, halta-t-il avant de perdre connaissance. Un esclave muet. Ses yeux, je l'ai vu. Deschamps mourut avant l'aube. Cette fois, il était impossible d'ignorer la réalité. Quelqu'un les chassait. Quelqu'un qui connaissait leurs secrets, qui savait où les trouver seuls, qui agissait avec une précision terrifiante. Les 5 hommes restants se réunirent en urgence. Ils dressèrent une liste de tous les esclaves muets ou presque muets de leur plantation et des environs. Il y en avait 7 en tout sur l'ensemble de leur domaine. Parmi eux, Silas. Mais Silas semblait le suspect, le moins probable. Il était toujours là où on l'attendait, accomplissant ses tâches avec la même obéissance mécanique. Le soir où Savary avait été attaqué, Silas dormait dans les cases des esclaves domestiques, enfermé avec les autres. Le soir où Deschamps fut mutilé, Silas servait le dîner chez Valcourt jusqu'à tard dans la soirée. Belmont, le gérant, pouvait en témoigner. Les 5 hommes décidèrent d'interroger les 7 esclaves muets. Ils les firent fouetter jusqu'à ce qu'ils révèlent quelque chose, n'importe quoi. 3 moururent sous les coups sans rien avouer. Les 4 autres, dont Silas, survécurent. Silas ne montra aucune réaction pendant le fouet. Il ne cria pas, évidemment, mais il ne tressaillit même pas. Son dos s'ouvrit en longues stries sanglantes et il resta immobile, le regard fixé sur un point invisible devant lui. Cette absence totale de réaction troubla profondément les 5 hommes. Que se passait-il dans la tête de cet homme? Ressentait-il seulement la douleur? Après l'échec de leurs interrogatoires brutaux, les 5 hommes prirent des précautions. Ils ne se déplacèrent plus seuls, dormaient avec des armes chargées près de leur lit, postaient des gardes.
Christophe Laborde alla même jusqu'à dormir dans une chambre dont il verrouillait la porte de l'intérieur et barricadait avec des meubles. Cela ne servit à rien. En juin, Augustin Ferrière, l'ancien magistrat, disparut. Il avait quitté sa plantation pour se rendre à Fort-Royal où il devait rencontrer le gouverneur pour une affaire commerciale. Il ne revint jamais. 4 jours plus tard, un pêcheur découvrit son corps dans une anse isolée de la côte nord. Il était mutilé de la même façon, mais cette fois, il était mort. Noyé selon le médecin, mais seulement après la mutilation. On imagina l'horreur de ces derniers moments, castré sur la plage, puis traîné dans l'eau salée, conscient, agonisant. Les 4 hommes restants réalisèrent qu'ils étaient face à quelqu'un d'exceptionnellement intelligent et patient. Comment Ferrière avait-il pu être intercepté sur la route de Fort-Royal? Comment l'agresseur avait-il su qu'il ferait ce trajet ce jour-là? Belmont, le gérant du domaine Valcourt, commençait à avoir ses propres soupçons. Cet homme méticuleux tenait des registres précis de tout ce qui se passait sur la plantation. Il nota des détails étranges concernant Silas. L'esclave était toujours présent pour le décompte du soir, mais plusieurs contremaîtres mentionnaient qu'il ne l'avait pas vu de la journée. Comme si Silas avait l'art de disparaître et de réapparaître au moment stratégique. Belmont, qui n'était jamais invité aux réunions secrètes mais qui en connaissait la nature, garda ses observations pour lui. Il était un homme libre de couleur, avec une position précaire. Accuser un esclave sans preuve solide pouvait se retourner contre lui. Et puis, une partie de lui, une partie qu'il n'osait pas s'avouer, ne voulait peut-être pas arrêter ce qui était en train de se passer. Mathieu Roquefort, le médecin, devint obsédé par l'aspect technique des mutilations. Il examina les corps de Savary et Deschamps avant leur enterrement, ainsi que celui de Ferrière. La précision des coupures était remarquable. Pas d'hésitation, pas de bavure. La cautérisation avait été faite avec un objet métallique chauffé à blanc, probablement une lame de couteau. L'agresseur avait des connaissances médicales, ou du moins anatomiques. Cette réalisation glaça Roquefort. Lui-même avait ses connaissances. Et il se rappelait avoir aperçu Silas, plusieurs mois auparavant, regarder fixement les instruments médicaux dans son bureau lors d'une visite au domaine Valcourt. À l'époque, il n'y avait pas prêté attention. Un esclave curieux, rien de plus. Maintenant, ce souvenir prenait une dimension sinistre. En juillet, Sébastien Duchesne, l'ancien commandeur devenu propriétaire, augmenta sa garde personnelle. Il recruta 6 hommes armés qui patrouillaient autour de sa maison jour et nuit. Il ne sortait plus, faisait goûter sa nourriture par ses esclaves avant de la manger, dormait avec un pistolet chargé sous son oreiller. Cela retarda son destin de 3 semaines. La nuit du 23 juillet, un incendie se déclara dans les écuries de Duchesne. Tout le monde accourut pour combattre les flammes, y compris les gardes. Dans la confusion, personne ne remarqua une silhouette qui se glissait vers la maison principale. Quand Duchesne, resté seul dans sa chambre verrouillée, entendit le bruit de sa porte qui s'ouvrait, il pointa son pistolet vers l'entrée. Mais ses mains tremblaient. L'arme rata la cible. On découvrit Duchesne le lendemain matin, quand les domestiques, inquiets de ne pas le voir descendre, enfoncèrent la porte. Il était vivant, attaché à son lit, mutilé. Il avait été bâillonné pour ne pas pouvoir appeler à l'aide. Ses yeux étaient écarquillés de terreur. Quand on le libéra, il ne pouvait plus parler. Le choc avait détruit quelque chose en lui. Il mourut 2 jours plus tard, sans avoir pu identifier son agresseur. 3 hommes restaient. Étienne Valcourt, Christophe Laborde et Gabriel Fontaine. Les 3 survivants comprirent qu'ils ne pouvaient plus compter uniquement sur leurs précautions individuelles. La mort de Duchesne, survenue malgré ses 6 gardes armés et toutes ses précautions, avait démontré l'inutilité de leur défense. Ils décidèrent de se regrouper au domaine Valcourt, la propriété la mieux fortifiée, et de faire venir les autorités militaires de Fort-Royal. Valcourt transforma sa maison en véritable forteresse. Il fit barricader toutes les fenêtres du rez-de-chaussée, doubla les verrous des portes et installa des gardes armés à chaque entrée.
Gabriel Fontaine et Christophe Laborde s'installèrent dans les chambres d'invités du premier étage. Les trois hommes ne se séparaient jamais, prenant leur repas ensemble, dormant à tour de rôle pour que l'un d'eux soit toujours éveillé. Mais avant que le messager envoyé à Fort-Royal ne puisse atteindre la capitale et revenir avec des renforts, Gabriel Fontaine commit une erreur fatale. Malgré les avertissements de Valcourt, il insista pour retourner à sa plantation récupérer des documents commerciaux urgents, des contrats qui devaient être signés sous peine de perdre une fortune. Laborde le traita d'imbécile. Valcourt lui dit qu'aucun argent ne valait sa vie. Mais Fontaine, le plus jeune des trois, refusait d'admettre sa peur. Il avait son orgueil. « Je ne vais pas me cacher comme un rat pendant des semaines », déclara-t-il. « Nous serons 8 hommes armés, en plein jour, sur la route principale. Que peut faire un seul esclave contre nous ?» Il partit à l'aube du 10 août avec 6 gardes triés sur le volet. Tous d'anciens soldats, tous armés de fusils et de pistolets. Le trajet entre le domaine Valcourt et la plantation Fontaine prenait 1 heure à cheval par la route principale. Ils restèrent groupés, surveillant les environs, parlant peu. Le soleil matinal commençait déjà à chauffer l'air humide. Les champs de canne à sucre s'étendaient de part et d'autre de la route, leurs tiges hautes ondulant dans la brise légère. Rien ne se passa à l'allée. Fontaine récupéra ses documents, but un verre de rhum pour calmer ses nerfs, et repartit. Il se sentait presque soulagé. Peut-être avait-il exagéré le danger. Peut-être Silas était-il déjà mort quelque part dans les mornes, son corps dévoré par les animaux sauvages. Le retour commença sans incident. Les hommes étaient plus détendus, parlaient entre eux, riaient même. À mi-chemin, alors que le soleil approchait de son zénith, un des chevaux perdit un fer. Le bruit métallique résonna sur la route pavée. Le groupe s'arrêta. Fontaine descendit de cheval pour examiner le sabot de l'animal. Les gardes formèrent un cercle protecteur autour de lui, leurs armes pointées vers les champs environnants. Le maréchal ferrant du groupe, un homme trapu nommé Mathurin, s'agenouilla près du cheval. « Ce ne sera pas long, monsieur. Le fer s'est juste desserré, je peux le remettre en quelques minutes. » Fontaine acquiesça, scrutant nerveusement les cannes à sucre. Elles étaient si hautes, si denses. Un homme pouvait s'y cacher à quelques mètres seulement et rester invisible. Un frisson parcourut son échine malgré la chaleur. Il se traita mentalement d'idiot. Ils étaient 8 hommes armés, personne ne les attaquerait. Mathurin travaillait rapidement, remettant le fer en place, le clouant au sabot. Les autres gardes restaient vigilants, mais leur attention commençait à se relâcher. Rien ne bougeait dans les champs. Pas un bruit suspect. Juste le murmure du vent dans les cannes et le martèlement régulier du marteau de Mathurin. Ce fut Fontaine qui le vit en premier. Un mouvement rapide dans les cannes, à sa droite. Quelque chose de noir qui se déplaçait avec une vitesse incroyable. Avant qu'il ne puisse crier, avant même qu'il ne puisse pointer son pistolet, la silhouette avait jailli de la canne. C'était un homme, torse nu, couvert de poussière et de sueur, ses muscles saillants sous sa peau sombre. Ses yeux rencontrèrent ceux de Fontaine pendant une fraction de seconde. Silas. Il n'y avait aucune haine dans ce regard, aucune colère, juste une détermination froide, mécanique, inhumaine. Silas heurta Fontaine avec la force d'un taureau, l'entraînant au sol. Le pistolet de Fontaine tomba sur la route avec un bruit métallique. En une seconde, Silas l'avait saisi par le col et le traînait vers les cannes. Les gardes réagirent, mais trop tard. 3 d'entre eux tirèrent simultanément, mais Silas et Fontaine étaient déjà dans les cannes. Les balles sifflèrent, arrachant des feuilles, mais ne touchèrent personne. Les hommes se lancèrent à leur poursuite, plongeant dans le champ, criant, tirant au hasard dans les tiges vertes. Mathurin, qui était resté près du cheval, entendit des bruits de lutte, puis un cri étouffé de Fontaine, puis plus rien. Il courut vers les autres, son marteau à la main. Les gardes avançaient dans les cannes en formation serrée, fouillant chaque rangée. Le champ était un labyrinthe. Les cannes étaient aussi hautes qu'on ne voyait pas à plus de 2 mètres devant soi. « Monsieur Fontaine !» cria l'un des gardes. « Monsieur, répondez !» Silence. Puis, venant d'une direction impossible à déterminer, un bruit sourd.
comme quelque chose de lourd qui tombait. Les gardes convergèrent vers le son, écartant brutalement les cannes. Ils trouvèrent Fontaine dans une petite clairière entre les rangées. Il était étendu sur le dos, ses yeux grands ouverts fixant le ciel bleu. Son pantalon avait été arraché. Entre ses jambes, une plaie béante, d'où s'écoulait un sang épais, presque noir dans la lumière tamisée du champ. La mutilation avait été effectuée avec la précision habituelle. Mais cette fois, l'agresseur avait été plus brutal, plus rapide. La cautérisation était sommaire, insuffisante. Fontaine saignait abondamment. Il était encore conscient. Ses lèvres bougeaient, essayant de former des mots. Mathurin s'agenouilla près de lui, pressant ses mains sur la blessure pour arrêter l'hémorragie. Le sang chaud coulait entre ses doigts. « Qui était-ce? Qui vous a fait ça ?» demanda Mathurin, sachant déjà la réponse. Les lèvres de Fontaine formèrent un mot. « Silas ». Puis ses yeux se révulsèrent et il perdit connaissance. Les gardes fouillèrent frénétiquement les cannes autour d'eux, mais ne trouvèrent personne. Ils traînèrent Fontaine jusqu'à la route, le hissèrent sur un cheval et galopèrent vers le domaine Valcourt. Fontaine mourut avant qu'il n'atteigne la propriété, vidé de son sang, son corps ballotté sur la selle. Quand les gardes arrivèrent avec le cadavre, Valcourt et Laborde comprirent immédiatement. 7 hommes morts. Il n'en restait plus que 2. Cette nuit-là, Valcourt fit venir Belmont dans son bureau. Le gérant métis entra, son registre sous le bras, son visage grave. Depuis des semaines, il savait que ce moment viendrait. Il posa le registre sur le bureau de Valcourt et l'ouvrit à une page marquée d'un ruban rouge. « Monsieur, » dit Belmont à voix basse, « vous savez qui fait cela. Vous l'avez toujours su, n'est-ce pas ?» Valcourt ne répondit pas immédiatement. Il regardait le registre, les notes méticuleuses de Belmont concernant Silas, les disparitions durant la journée, les réapparitions opportunes, les absences inexplicables les soirs précédant chaque meurtre. « Montrez-moi tout », dit finalement Valcourt. Belmont tourna les pages, révélant des mois d'observation. Il avait noté tout ce qui concernait Silas depuis son arrivée au domaine. Les premiers jours au champ, le transfert à la maison, les soirs où Silas disparaissait après le dîner pour ne réapparaître qu'à l'aube, couvert de poussière de route et sentant la sueur. Les dates correspondaient exactement aux nuits précédant chaque meurtre. « Comment avez-vous su ?» demanda Valcourt. « Rosalie me l'a dit, la cuisinière. Elle a vu Silas sortir la nuit où M. Savary est mort. Elle l'a vu revenir à l'aube. Elle a gardé le silence par peur. Mais elle m'a tout raconté après la mort de M. Deschamps. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» Belmont soutint le regard de Valcourt. « Parce que je ne suis pas sûr de vouloir l'arrêter, monsieur. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de toute la tension accumulée pendant des mois. Valcourt sentit la colère monter en lui, mais elle mourut avant d'atteindre ses lèvres. Que pouvait-il dire? Que pouvait-il reprocher à Belmont? Cet homme connaissait leurs secrets. Il savait ce qui se passait dans la maison des invités. Il avait vu les jeunes esclaves en ressortir, brisés, le regard vide. « Où est-il maintenant ?» demanda Valcourt, sa voix tremblant pour la première fois. « Je ne sais pas, monsieur. Il n'était pas au décompte ce soir. Il a disparu après avoir servi le dîner. » Valcourt se leva brusquement, renversant sa chaise. Il hurla des ordres qui résonnèrent dans toute la maison. Il fallait fouiller la plantation entière, retrouver Silas, le capturer vivant si possible, le tuer sinon. 30 hommes armés, incluant tous les contremaîtres et les gardes, se déployèrent immédiatement. Laborde, qui logeait au domaine depuis la mort de Fontaine, dévala l'escalier en chemise de nuit, un fusil à la main. « Vous l'avez trouvé? Il est ici? Il est quelque part sur la propriété, » répondit Valcourt. « Il faut le trouver avant qu'il ne nous trouve. » Les 30 hommes fouillèrent méthodiquement chaque bâtiment, chaque case, chaque recoin de la plantation. Ils portaient des torches qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. Les esclaves, réveillés brutalement, furent alignés et comptés. Tous étaient présents, sauf Silas. Les hommes fouillèrent les champs, les écuries, la sucrerie, les entrepôts. Ils descendirent dans les caves, montèrent dans les greniers. Rien. Silas s'était évaporé comme de la fumée.
À 3 heures du matin, épuisés et nerveux, les chercheurs commencèrent à se replier vers la maison principale. Ce fut un jeune contremetteur nommé Baptiste qui suggéra de vérifier la maison des invités. Cette dépendance isolée à l'arrière de la propriété n'avait pas été utilisée depuis des mois. Depuis la mort de Savary, en fait. Les réunions secrètes avaient cessé. Le bâtiment était verrouillé, abandonné. Un groupe de 5 hommes, incluant Valcourt et Laborde, s'approcha de la bâtisse. La porte était fermée à clé, mais la serrure était vieille. Baptiste la força d'un coup d'épaule. Les hommes entrèrent, leurs torches éclairant l'intérieur poussiéreux. La pièce principale était petite, meublée d'un divan défoncé, d'une table basse, de quelques chaises. Des bouteilles vides traînaient dans les coins. L'air sentait le renfermer, et quelque chose d'autre, une odeur de peur ancienne imprégnée dans les murs. Laborde frissonna. Il se souvenait de cette pièce. Ils s'y étaient tous retrouvés pendant des années, pour leur divertissement. Il regarda le divan et détourna rapidement les yeux. Ce fut Valcourt qui remarqua les marques sur le sol. Il baissa sa torche vers les dalles de pierre. Des gravures, des lettres tracées avec un instrument tranchant, creusées profondément dans la pierre avec une patience infinie. Des noms. Philippe Savary, Laurent Deschamps, Augustin Ferrière, Mathieu Roquefort, Sébastien Duchesne, Gabriel Fontaine, Christophe Laborde, Étienne Valcourt. Les 6 premiers noms étaient rayés d'une ligne profonde, presque violente. Les 2 derniers restaient intacts, mais à côté du nom de Laborde, quelqu'un avait commencé à graver une ligne. Elle n'était pas terminée, comme si l'auteur avait été interrompu. Laborde tomba à genoux devant son nom, sa torche tremblant dans sa main. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Mon Dieu, nous allons tous mourir. »« Non, » dit Valcourt d'une voix dure, « pas si nous le trouvons d'abord. » Mais ils ne trouvèrent pas Silas cette nuit-là, ni le lendemain, ni les jours suivants. Le gouverneur de Brémont, informé de la situation par un Valcourt désespéré qui révéla enfin tous leurs secrets, arriva au domaine Valcourt avec 50 soldats. C'était un homme dans la cinquantaine, ancien officier de la Grande Armée, avec des yeux gris froids, qui avait vu bien des horreurs. Il écouta le récit complet sans l'interrompre. Quand Valcourt eut terminé, de Brémont resta silencieux pendant un long moment. « Vous comprenez ?» dit-il finalement. « Que vous auriez dû être pendu il y a des années pour ce que vous avez fait. »« Je comprends, » répondit Valcourt. « Vous comprenez aussi que si cette affaire devient publique, cela provoquera une révolte générale des esclaves dans toute la colonie. »« Je comprends. » De Brémont soupira. « Alors nous allons régler cela discrètement. Je vais attraper cet homme, et ensuite nous déciderons de ce qu'il faut faire de vous deux. » Il doubla les effectifs. 150 soldats, plus les milices locales, commencèrent la chasse à l'homme la plus massive de l'histoire de la Martinique. Des patrouilles sillonnèrent chaque route, fouillèrent chaque plantation, interrogèrent des centaines d'esclaves. Le gouverneur fit placarder des affiches offrant une récompense énorme pour toute information menant à la capture de Silas. 5000 livres, plus la liberté pour tout esclave qui aiderait à son arrestation. Les esclaves gardèrent le silence. Même sous la torture, personne ne parlait. Soit ils ne savaient vraiment rien, soit ils protégeaient Silas. Probablement les deux. Pendant 3 semaines, Silas demeura invisible. Les soldats trouvèrent des traces de son passage. Un campement abandonné dans une grotte du Morne Jacob, avec des restes de nourriture volée et des vêtements déchirés. Des empreintes dans la boue près d'un ruisseau. Un feu de camp éteint récemment dans une ravine profonde. Mais jamais Silas lui-même. Valcourt et Laborde avaient été transférés au fort de Fort-Royal, sous protection militaire constante. Ils vivaient dans 2 chambres adjacentes, gardées jour et nuit par 4 soldats. Ils ne dormaient presque plus. Laborde sombrait dans l'alcool, buvant dès le matin pour calmer ses tremblements. Valcourt devenait de plus en plus silencieux, renfermé, comme s'il se retirait déjà du monde des vivants. Un soir, Laborde entra dans la chambre de Valcourt, une bouteille de rhum à moitié vide à la main. Il s'effondra dans un fauteuil, ses yeux rouges et gonflés. « C'est notre faute, » dit-il d'une voix pâteuse. « Tous là, nous méritons ce qui nous arrive. »« Je sais, » répondit Valcourt.
Pourquoi avons-nous fait cela? Pourquoi? Laborde commençait à pleurer. Nous n'avions pas besoin. Nous aurions pu être simplement des hommes normaux. Mais nous avons choisi d'être des monstres. Valcourt ne répondit pas. Que pouvait-il dire? Laborde avait raison. Ils avaient eu le choix, chaque fois, et ils avaient choisi la cruauté. Le 23 août, l'esclave qui prétendait avoir vu Silas se présenta aux autorités. Il s'appelait Toussaint, travaillait sur une plantation voisine et jurait avoir aperçu Silas caché dans une grotte du morne Jacob. En échange de cette information, il demandait sa liberté et celle de sa femme et de ses 3 enfants. Le gouverneur accepta immédiatement. 50 soldats escaladèrent le morne Jacob avant l'aube du 24 août. Le lieutenant Mercier, qui commandait l'opération, fit encercler complètement la montagne avant de commencer l'ascension. Si Silas était là-haut, il ne pourrait pas s'échapper. Ils trouvèrent la grotte à mi-hauteur, cachée derrière un rideau de végétation. Elle était petite, à peine assez grande pour qu'un homme s'y tienne debout. À l'intérieur, exactement comme l'avait décrit Toussaint, des restes de nourriture, des vêtements déchirés, une couverture sale et surtout, posé sur une pierre plate comme une offrande, le couteau. C'était un couteau de cuisine ordinaire, avec une lame de 20 cm au bord dentelé. Le manche était enveloppé de tissu pour améliorer la prise. La lame était tachée de sang ancien, presque noir. Le lieutenant Mercier la ramassa avec précaution, utilisant un chiffon. C'était l'arme qui avait mutilé 8 hommes. Mais pas de Silas. Les soldats fouillèrent chaque grotte, chaque ravine, chaque recoin du morne Jacob pendant toute la journée. Rien. En fin d'après-midi, le lieutenant Mercier redescendit avec son rapport. La grotte était bien un campement de Silas, mais il était parti depuis plusieurs jours au moins. Le gouverneur, furieux d'avoir été dupé, fit arrêter Toussaint. Mais l'esclave jura qu'il n'avait pas menti. Il avait bien vu Silas dans cette grotte 3 jours auparavant. Comment pouvait-il savoir que Silas partirait? Ce soir-là, de Brémond comprit. C'était un piège. Pendant que 150 soldats fouillaient les montagnes du nord, Silas était ailleurs, probablement très loin, ou peut-être très proche. Le lendemain matin, 25 août, Christophe Laborde fut retrouvé mort dans sa chambre du fort. Le soldat de garde jurait n'avoir rien entendu. Il était posté devant la porte toute la nuit. Personne n'était entré. Personne n'était sorti. Pourtant, quand on défonça la porte à 8 heures du matin parce que Laborde ne répondait pas, on découvrit son corps sur le lit. Il était mutilé de la même façon que les autres, mais cette fois, la gorge avait aussi été tranchée. Pas de souffrance prolongée. Juste l'efficacité brutale d'une exécution. Le sang avait trempé les draps, formant une mare sombre qui gouttait encore sur le plancher. Sur le mur au-dessus du lit, quelqu'un avait écrit avec du sang un seul mot en lettres capitales. Septé. Le gouverneur fit immédiatement fouiller tout le fort. Comment Silas avait-il pu entrer? Les gardes interrogés donnèrent des réponses contradictoires. L'un avait vu un esclave domestique porter du linge propre. Un autre avait aperçu un homme qui nettoyait les latrines. Un troisième parlait d'un porteur d'eau qui livrait les tonneaux. Personne n'avait vraiment regardé. C'étaient des esclaves. Ils étaient invisibles. Silas avait compris depuis longtemps que le meilleur déguisement pour un esclave était de rester esclave. Porter un seau, transporter une charge, marcher la tête baissée, et personne ne vous voit vraiment. On regarde à travers vous. Valcourt, quand on lui annonça la nouvelle, ne montra aucune réaction. Il était assis près de la fenêtre de sa chambre, regardant la mer turquoise au loin. Il tourna lentement la tête vers le messager, le lieutenant Mercier. « Combien de temps ?» demanda Valcourt. « Monsieur, combien de temps avant qu'il vienne pour moi ?» Mercier ne sut que répondre. Le gouverneur entra dans la chambre, son visage grave. « Monsieur Valcourt, dit-il, je dois vous proposer quelque chose. Nous pouvons vous mettre sur un navire ce soir même. Direction la France. Vous y serez en sécurité. Cet homme ne peut pas vous suivre là-bas. » Valcourt secoua lentement la tête. « Il peut me suivre n'importe où. Et même si ce n'était pas le cas, que ferais-je en France ?
Vivre dans la honte, ruiné, chassé de ma famille, attendant chaque soir qu'il apparaisse dans l'ombre. Non, non, monsieur le gouverneur, je ne vais pas fuir. Alors que proposez-vous ? Valcourt se leva, marcha jusqu'à son bureau et prit une plume et du papier. Je propose de publier une amnistie complète pour Silas. La liberté, de l'argent, un passage pour n'importe où il veut aller. Plus que cela. Il commença à écrire. Je lui offre ma fortune entière s'il épargne ma vie. Tout ce que je possède. Les terres, la plantation, tout. De Brémond le regarda écrire. Vous pensez qu'il acceptera ? Non, répondit Valcourt. Mais je dois essayer. L'offre fut placardée dans toute la Martinique. Une amnistie complète, inédite dans l'histoire coloniale française. Un esclave qui avait tué 7 hommes blancs, pardonné totalement. Plus encore, la fortune de Valcourt, évaluée à plus de 200 000 livres, offerte en échange de sa vie. Cela provoqua un scandale retentissant parmi les planteurs. Certains parlèrent de mutinerie. Comment le gouverneur osait-il offrir l'impunité à un meurtrier d'esclaves? Cela encouragerait les révoltes. Mais de Brémond tint bon. Il voulait que cette affaire se termine avant qu'elle ne déclenche une insurrection générale. 3 jours passèrent. Silas ne se rendit pas. Le 28 août, Valcourt annonça qu'il retournait à son domaine. Le gouverneur protesta vigoureusement. C'était de la folie. Silas l'attendait probablement là-bas. Justement, répondit Valcourt calmement. C'est là-bas que cela doit se terminer. Là où tout a commencé. Le gouverneur à contre-cœur accepta, mais il insista pour envoyer 20 soldats avec Valcourt. Le planteur refusa. Il n'en voulait que 2 pour l'escorter jusqu'au domaine, puis il devait partir. « Vous voulez mourir » dit de Brémond. « Je veux que justice soit faite » répondit Valcourt, « à ma manière. » Le voyage de retour fut silencieux. Valcourt, encadré par 2 soldats nerveux, traversa les plantations qu'il avait connues toute sa vie. Les champs de canne ondulaient sous la brise. Des esclaves travaillaient sous le soleil, courbés sur les sillons. Leur vie continuait, indifférente au drame qui se jouait. Quand ils arrivèrent au domaine Valcourt, en fin d'après-midi, Belmont les attendait devant la maison principale. Le gérant métis avait les traits tirés. Il n'avait presque pas dormi depuis des semaines. « Monsieur » dit-il simplement. « Belmont » répondit Valcourt en descendant de cheval. Il renvoya les 2 soldats. Ils protestèrent, mais il insista. Ils finirent par partir, regardant en arrière nerveusement. Valcourt et Belmont entrèrent dans la maison. Elle était silencieuse, presque déserte. Valcourt avait donné congé à la plupart des domestiques. Il ne restait que Rosalie, la cuisinière, et 2 jeunes servantes. Même les contremaîtres des champs avaient été renvoyés temporairement. « Vous comptez l'affronter seul » demanda Belmont. « Oui, il vous tuera. »« Je sais. » Valcourt monta dans son bureau, Belmont le suivant. Le planteur s'assit à son secrétaire et commença à écrire. Pendant des heures, il écrivit, remplissant page après page d'une écriture serrée. Belmont resta près de la fenêtre, regardant la nuit tomber sur la plantation. Valcourt écrivait un testament, mais pas seulement. Il écrivait une confession complète. Tous les crimes, toutes les victimes, les dates, les noms, les détails. Une litanie d'horreurs qui faisait plus de 20 pages. Il décrivait les réunions dans la maison des invités, ce qui s'y passait, comment ils choisissaient leurs victimes, comment ils les terrifiaient pour garantir leur silence. Il nomma les 8 hommes, lui compris. Il nomma les victimes qu'il pouvait se rappeler. Silas, bien sûr, mais aussi une jeune fille nommée Marie-Claire, morte après une de leurs fêtes. Un garçon appelé Thomas, qui s'était pendu le lendemain. D'autres dont il ne se souvenait même plus des noms, juste des visages terrifiés. À minuit, Valcourt termina. Il relut son texte, ajouta une dernière phrase en bas de la dernière page. Que ce document serve de témoignage, que nos crimes ne soient pas oubliés, que justice soit faite, même si elle vient trop tard. Il signa, data et cacheta le document. Puis il écrivit un testament formel, léguant toute sa fortune aux esclaves de son domaine, leur accordant la liberté à tous sans exception et désignant Belmont comme exécuteur testamentaire avec plein pouvoir pour gérer la transition.
Vous rendez-vous compte de ce que vous faites ? Demanda Belmont, qui avait lu par-dessus son épaule. Je rends ce qui aurait toujours dû leur appartenir. Leur liberté. Et je paie ma dette. Valcourt tendit les documents à Belmont. Quoi qu'il arrive cette nuit, vous porterez ces documents au gouverneur demain matin. Le testament devra être exécuté immédiatement. La confession, c'est au gouverneur de décider ce qu'il en fera. Belmont prit les documents avec des mains tremblantes. Monsieur, rentrez chez vous, Belmont. Il ne vous arrivera rien. Ceci est entre Silas et moi. Belmont hésita, puis acquiesça. Il descendit l'escalier lentement. À la porte, il se retourna une dernière fois. Valcourt se tenait en haut de l'escalier, immobile, regardant vers le bas. Leurs regards se croisèrent. Puis Belmont sortit dans la nuit. Valcourt renvoya les 3 domestiques restantes. Rosalie protesta qu'elle voulait rester, mais il insista. « Allez, dit-il doucement, allez dormir dans vos cases. Fermez bien les portes. Ne revenez pas avant demain matin, quoi que vous entendiez. » Rosalie le regarda avec des larmes dans les yeux. Elle savait. Elle savait tout. Elle hocha la tête et partit, emmenant les 2 jeunes filles avec elle. Valcourt était maintenant seul dans sa grande maison. Il descendit au salon, alluma toutes les lampes à huile, versa un verre de rhum et s'assit dans son fauteuil habituel. Le même fauteuil où il s'était assis des centaines de fois, donnant des ordres, buvant avec ses amis, planifiant leur divertissement. Il attendit. Les heures passèrent lentement. Minuit, 1 heure, 2 heures. Valcourt ne bougea pas. Il buvait son rhum par petites gorgées, les yeux fixés sur la porte du salon. Son esprit dérivait vers le passé, son enfance en France, son père sévère, son éducation rigide, son arrivée aux colonies à 20 ans, plein d'ambition. Comment avait-il commencé? Il ne se souvenait même plus de la première fois. C'était si facile aux colonies. Les esclaves n'étaient pas considérés comme des personnes. On pouvait faire ce qu'on voulait. Et lui, comme les autres, avait fait ce qu'il voulait. Maintenant, il allait payer. À 3 heures du matin, il entendit un bruit. Un grincement léger, presque imperceptible. Une porte qui s'ouvrait quelque part dans la maison, puis des pas, lents, mesurés, qui montèrent l'escalier. Pas de précipitation. Pas de furtivité. Juste une progression méthodique vers sa destination finale. Valcourt ne bougea pas. Il resta assis, son verre de rhum à la main. Les pas traversèrent le couloir de l'étage, puis descendirent l'escalier principal, se rapprochèrent du salon. La porte s'ouvrit. Silas entra. C'était la première fois que Valcourt le voyait vraiment. Pas l'esclave obéissant qui servait le café. Pas la silhouette qu'on conduisait à la maison des invités, mais l'homme. Silas était amaigri, ses côtes saillaient sous sa peau. Ses vêtements n'étaient que des haillons attachés avec de la ficelle. Son corps était couvert de cicatrices anciennes et récentes. Certaines étaient des marques de fouet, d'autres semblaient être des brûlures, d'autres encore des coupures profondes, mal soignées. Mais c'étaient ses yeux qui capturaient toute l'attention de Valcourt. Ces yeux qu'il avait cru vides autrefois. Ils n'étaient pas vides. Ils brûlaient d'une intensité terrible. Ce n'était pas de la haine. La haine est chaude, passionnée. Ceci était froid, patient, absolu. C'était de la justice. Silas tenait un couteau. Pas celui qu'on avait trouvé dans la grotte. Un autre plus petit, probablement volé dans une cuisine. La lame brillait faiblement dans la lumière des lampes. Valcourt but une dernière gorgée de rhum et posa son verre sur la table à côté de lui. « Tu ne peux pas parler » dit-il d'une voix étonnamment calme. « Mais tu peux comprendre. Je sais ce que nous t'avons fait, à toi et aux autres, tous ceux qui sont passés par la maison des invités, tous ceux dont nous avons brisé la vie pour notre plaisir. » Silas ne bougeait pas. Il se tenait près de la porte, le couteau dans sa main droite, pendant le long de son corps. Ses yeux ne quittaient pas Valcourt. « Je ne vais pas te demander pardon, » continua Valcourt. « Ce serait une insulte. Aucun pardon n'est possible pour ce que nous avons fait. Je ne vais pas non plus supplier pour ma vie.
Tu as parcouru un long chemin pour arriver jusqu'ici. Tu as tué cet homme avec une patience et une précision remarquables. Tu mérites de terminer ce que tu as commencé. » Valcourt se leva lentement, les mains écartées pour montrer qu'il ne portait pas d'armes. « Mais avant que tu ne fasses ce que tu es venu faire, je veux que tu saches quelque chose. J'ai écrit une confession complète. Tous nos crimes, tous les noms que je peux me rappeler. Et j'ai fait un testament qui libère tous mes esclaves et leur donne mes terres. Belmont portera ces documents au gouverneur demain. Tes frères et sœurs en esclavage seront libres. Cela n'efface rien de ce que nous avons fait, mais c'est tout ce que je peux faire maintenant. » Silas inclina légèrement la tête sur le côté, comme s'il réfléchissait à ses paroles. Puis, très lentement, il fit un pas en avant. « Fais ce que tu dois faire, » dit Valcourt. « Je ne résisterai pas. » Silas s'approcha. Encore un pas, puis un autre. Il était maintenant à 3 mètres de Valcourt, 2 mètres, 1 mètre. Son visage était impassible, mais ses yeux racontaient l'histoire de chaque humiliation, chaque violence, chaque nuit dans la maison des invités. Il racontait la mort de Marie-Claire, le suicide de Thomas, la folie de tant d'autres. Valcourt ferma les yeux. Il attendit le coup du couteau. Il ne vint pas immédiatement. Quand Valcourt rouvrit les yeux, Silas se tenait juste devant lui. L'esclave leva sa main libre, et dans un geste qui surprit Valcourt, toucha sa poitrine, juste au-dessus du cœur. Ce n'était pas un geste violent, c'était presque doux, interrogateur, comme s'il cherchait à savoir s'il y avait encore quelque chose d'humain dans cet homme. Puis Silas leva son couteau. Ce qui se passa ensuite, seul Silas le sut vraiment. Mais quand Belmont entra dans le salon le lendemain matin, à l'aube comme convenu, il trouva Valcourt mort sur le sol. La mutilation avait été effectuée avec la précision habituelle. Mais cette fois, Silas avait aussi tranché la gorge de Valcourt, comme il l'avait fait avec Laborde. Une mort rapide après la mutilation. Pas de longue agonie. Peut-être était-ce de la miséricorde. Ou peut-être Silas était-il simplement fatigué de tuer. Sur la table à côté du fauteuil, Belmont trouva les documents que Valcourt avait écrits, le testament, la confession. Tout était là, intact. Mais il y avait quelque chose de plus. Une feuille de papier blanc, sur laquelle quelqu'un avait tracé avec maladresse, en lettres capitales tremblantes, un seul mot, justice. L'écriture était celle de quelqu'un qui venait d'apprendre à écrire. Les lettres étaient inégales, certaines à l'envers. Mais le mot était clair. Silas avait appris à écrire. Belmont regarda longtemps ce mot, puis le corps de Valcourt, puis à nouveau le mot. Il plia soigneusement tous les documents, les mit dans une sacoche en cuir et partit pour Fort-Royal porter la nouvelle au gouverneur. Silas, lui, avait disparu. La plus grande chasse à l'homme de l'histoire de la Martinique reprit, mais avec moins de conviction. Les soldats fouillèrent, sans enthousiasme. Le gouverneur émit des ordres qui furent exécutés mollement. Au fond, personne ne voulait vraiment trouver Silas. 8 hommes étaient maintenant morts, certes, mais 8 hommes qui méritaient peut-être de mourir. Le testament de Valcourt fut validé par le gouverneur après seulement 3 jours d'examen. Les 187 esclaves du domaine Valcourt reçurent leur liberté. La plantation fut divisée en petites parcelles qu'ils purent cultiver librement. Belmont administra le tout avec une efficacité remarquable. La confession de Valcourt, en revanche, fut classée confidentielle et enfermée dans les archives du gouvernorat. De Brémond décida qu'elle ne devait jamais être rendue publique. Le scandale détruirait trop de familles, provoquerait trop de troubles. Les 7 autres familles des hommes morts reçurent des copies de la confession, avec l'avertissement qu'elles seraient toutes compromises si l'une d'elles parlait. Elles gardèrent le silence. Officiellement, les 8 morts furent attribués à un esclave marron, appréhendé et exécuté par les autorités militaires. Aucun nom ne fut donné. L'affaire fut considérée comme close. Mais parmi les esclaves et les affranchis de la Martinique, une autre histoire commença à circuler. L'histoire de Silas le silencieux, l'homme qui ne pouvait pas parler mais qui avait parlé à sa manière.
L'homme qui avait obtenu justice quand aucune justice n'était possible. L'homme qui avait défié tout le système esclavagiste et avait survécu. Son histoire se transmit de génération en génération, murmurée dans les cases la nuit, chantée dans des chansons codées, racontée comme un avertissement aux maîtres cruels et comme un espoir pour les opprimés. En 1848, 25 ans après les événements, l'esclavage fut aboli dans toutes les colonies françaises. Belmont, désormais un homme âgé et respecté, propriétaire de l'ancien domaine Valcourt qu'il avait transformé en exploitation libre, reçut la visite d'un journaliste parisien qui enquêtait sur l'histoire de l'esclavage aux Antilles. Le journaliste avait entendu des rumeurs sur un incident mystérieux impliquant plusieurs planteurs assassinés par un esclave au début des années 1820. Belmont hésita, puis accepta de raconter l'histoire, à condition que les noms véritables soient changés et que le récit ne soit publié qu'après sa mort. L'article parut finalement en 1852 dans un journal parisien peu diffusé. Il fut largement ignoré en métropole, considéré comme une curiosité exotique, peut-être même une invention. Mais aux Antilles, ceux qui le lurent reconnurent l'histoire. Ils savaient qu'elle était vraie. Le journaliste avait posé une dernière question à Belmont. « Pensez-vous que Silas ait réellement survécu, qu'il soit parvenu à s'échapper ?» Belmont avait souri, un sourire étrange, presque triste. « Je ne sais pas, » avait-il répondu, « mais j'espère que oui. J'espère qu'il a trouvé quelque part un endroit où vivre en paix, loin de tout cela. Il avait gagné ce droit. » Puis il avait ajouté, plus bas, « Vous savez, le plus troublant dans toute cette histoire, ce n'est pas la violence. Ce n'est pas même la vengeance, c'est le silence. Silas n'a jamais crié, jamais pleuré, jamais supplié. Dans ce silence, il y avait une dignité que ses maîtres n'ont jamais possédée. Et c'est ce silence qui les a tous tués, à la fin. Le silence qui les a forcés à écouter leur propre conscience, s'ils en avaient encore une. La maison des invités, ce bâtiment où tant de souffrances avaient été infligées, fut détruite en 1850 par Belmont lui-même. Il fit brûler la structure et disperser les cendres. Rien ne devait subsister de cet endroit. Mais dans les mornes de la Martinique, certains disent encore apercevoir parfois une silhouette silencieuse qui marche seule au crépuscule. Une ombre qui ne laisse pas de traces, qui ne fait pas de bruit. Les anciens racontent aux jeunes que c'est Silas, qui veille encore, qui s'assure que de telles horreurs ne se reproduisent jamais. Ce n'est qu'une légende, bien sûr. Une histoire pour effrayer les enfants ou réconforter les opprimés. Mais dans les archives coloniales françaises, enterrées dans les sous-sols poussiéreux de Aix-en-Provence, il existe un dossier étiqueté « Affaire Valcourt, 1823 », classé confidentiel. Dans ce dossier, parmi les rapports officiels aseptisés et les témoignages censurés, se trouve un document curieux. Une lettre non signée, datée de 1824, envoyée de la Nouvelle-Orléans. La lettre, écrite dans un français hésitant avec de nombreuses ratures, dit simplement ceci. « Je vis, je suis libre, je n'ai jamais parlé de ma vie d'esclave, et je ne parlerai jamais. Mais que ceux qui liront ceci sachent que la justice existe, même quand les lois l'interdisent. Même quand le monde est injuste, il y a des hommes qui rétablissent l'équilibre. Je fus cet homme, je ne le suis plus. Je suis maintenant simplement quelqu'un qui cultive son petit lopin de terre et qui regarde le soleil se lever en paix. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. L'écriture est maladroite, comme celle de quelqu'un qui a appris à écrire tardivement, en secret, avec difficulté. L'archiviste qui découvrit cette lettre en 1987 nota dans son rapport qu'aucune preuve formelle ne permettait d'attribuer cette lettre à Silas. Peut-être était-ce un autre esclave évadé. Peut-être même un faux, une fabrication romantique. Mais au bas de la lettre, presque invisible, quelqu'un avait dessiné 8 petites croix. 7 étaient remplies d'encre noire. La 8e était laissée vide. Vous venez d'entendre l'une des histoires les plus sombres et les plus troublantes de l'époque coloniale. Cette histoire, bien qu'elle semble incroyable,
est basée sur des événements qui auraient pu se produire dans le silence et le secret des plantations. Croyez-vous que Silas ait vraiment existé? Que cette vengeance méthodique ait pu réellement se dérouler? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette histoire avec ceux qui aiment les mystères historiques qui donnent des frissons. La vérité est parfois plus terrifiante que la fiction.